Bonsoir, bienvenue sur Meta TV, c'est la libre antenne comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 21 h à minuit. Ce soir, on est avec Adrien Abosi. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Alors, Adrien, vous êtes l'auteur d'un livre, donc né en 1984. Tout à fait, ouais. On va avoir l'image normalement, parce que là, on va pas bien le voir, mais je compte sur Stéphane pour vous montrer la couverture. Donc, ce livre, né en 1984, c'est déjà... J'ai envie de dire, presque tout est dans le titre pour moi. Alors, vous êtes vraiment né en 1984. Tout à fait, oui. D'accord. C'est mon année de naissance. C'est Ouais. votre année de naissance. Alors, effectivement, petit clin d'œil, évidemment, au livre à Orwell. Gros clin d'œil, mais. Un gros clin d'œil, là, j'ai envie de dire, ça, c'est presque un gyrophare. Il faut vraiment, celui qui l'a pas vu, bon. Et, mais j'ai trouvé ça assez subtil parce que, évidemment, il y a un double jeu de mots. Vous êtes né en 1984. Tout à fait, oui. Et, évidemment, en faisant référence au livre d'Orwell, nous sommes dans le monde décrit par Orwell dans son livre en 1984, si on peut dire. En grande partie, oui. La problématique principale de mon bouquin, en fait, c'est de démontrer que nous vivons dans un monde totalitaire, alors même qu'officiellement, nous vivons dans une démocratie, si vous voulez. Donc, l'apport conceptuel, en fait, de mon livre, c'est quoi, fondamentalement ? Pour parler un peu pompeusement, si vous me le permettez. L'apport conceptuel, si vous voulez, c'est que je démontre l'émergence d'un nouveau totalitarisme, non pas par le fusil et par les armes, mais un totalitarisme qui s'exerce sur les esprits et précisément en déracinant les individus, en déracinant au sens du déracinement tel que Simone Veil l'avait défini. Parce que derrière ce mot de déracinement, on peut mettre plein de choses. Simone Veil, Oui, parce que je précise, parce qu'il y a deux Simone alors, Veil. ne pas confondre avec celle qui coûte à peu près un Verdun à la France tous les 2 ans, puisque je crois que l'avortement, c'est 235 000 par an. Donc, ça fait un Verdun à peu près tous les 2 ans. Donc, il ne faut pas confondre Simone Veil, la ministre du funeste Giscard, avec la philosophe Simone Veil, qui était une femme, je le dis, vraiment extraordinaire, pour qui j'ai une grande admiration, une très grande philosophe, et Dieu sait s'il y a peu de grands philosophes, je dirais, dans la période moderne, dans la période contemporaine. Donc Simone Veil, philosophe extraordinaire, une plume magnifique, un très beau style. D'ailleurs, il faut que toutes les personnes qui nous écoutent aillent lire son livre, Le déracinement. Donc oui, c'est une référence à Simone Veil. Donc j'évoque le déracinement tel que Simone Veil l'a dégagé. Parce que le déracinement, ça pourrait être par exemple un immigré. On peut dire qu'il est déraciné, mais c'est pas du tout ça, le déracinement qui est pointé du doigt par Simone Veil. Qu'est-ce que le déracinement selon Simone Veil ? C'est ceci. Un individu est enraciné lorsque il participe à l'existence de sa collectivité. Mais pour participer véritablement à l'existence de cette collectivité, naturellement à cette collectivité, l'individu doit être structuré, je cite, par les trésors du passé. Voilà. Et donc, que fait le système pour assurer sa domination et pour rendre la masse passive et atomisée, non revendicative ? Et bien justement, il déracine en retirant toute substance venant du passé chez les êtres. Et là, on obtient quoi ? On obtient le wesh-wesh, on obtient le téléspectateur de Secret Story, on obtient le bobo arrogant et inculte, on obtient le bourgeois UMP du 16e qui se croit malin parce qu'il a hérité le pognon de ses papas et de sa maman, etc., etc., etc. Mais en somme, on n'a plus d'être enraciné, on n'a plus d'être conscient politiquement, on a face à soi des poissons rouges et qu'il est très facile de balader dans un sens ou dans un autre. D'accord, ça c'est une excellente définition. Alors, parce que votre livre il se présente donc comme un abécédaire, d'ailleurs c'est marqué dessus. Vous prenez, alors des fois, justement il y a beaucoup d'humour je trouve finalement aussi dans votre livre. Je suis très drôle. Voilà. Je suis très drôle, il faut Et le à dire. côté, pour prendre un anglicisme, punchline. Hein. Alors je sais pas en français comment traduire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, en tout cas, la ligne, comment dire, la ligne qui punch, en tout cas, donc il y a des définitions comme ça, alors j'en avais noté plusieurs. Alors, pour ce qui est en tout cas justement de l'enracinement, c'est vrai que la tradition, elle a été attaquée depuis longtemps. Ok, oui. Voilà. Alors ça, c'est le fondement en plus pour passer le témoin à la tradition. Parce que s'il n'y a plus de tradition, il reste quoi Il reste ce que je vous dis, hein, il reste Secret Story et compagnie, quoi. Alors,
la tradition a été attaquée. Quand a-t-elle été attaquée? À partir de quand on s'est attaqué à la tradition? Les petits joueurs vont vous dire c'est 68. Ça a joué. On remonte un peu plus haut, il y en a qui vont nous dire ah ouais, mais déjà 1917, bon voilà, ouais, pas mal. Il y en a qui remontent à la Révolution, c'est en partie vrai. Pour ma part, les premières failles dans la tradition, elles viennent de la philosophie humaniste. Il ne faut pas se leurrer sur l'humanisme. Quand on use aujourd'hui du terme humanisme, on le confond avec le fait j'aime l'humanité, j'aime mon prochain. Non, pas du tout. L'humanisme, c'est pas ça. L'humanisme, c'est une philosophie qui consiste à mettre l'homme au centre de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne se réalise plus à travers Dieu et à travers sa quête de justification pour atteindre le royaume des cieux, mais que l'individu s'émancipe uniquement par rapport à ses propres besoins. Ses propres besoins qui sont souvent des besoins d'ailleurs matériels, qui relèvent de la satisfaction des sens. Donc, la tradition, selon moi, a commencé à être attaquée à l'humanisme, avec la philosophie humaniste, donc au XVIe siècle. Pourquoi au XVIe siècle? J'ai personnellement une petite théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je ne crois pas me tromper. Je vais parler pompeusement, si vous le voulez bien. C'est le passage du fait qu'en fait, c'est la révolution copernicienne qui a fait ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pensait que la Terre était au centre de tout. Donc c'était ce qu'on appelait le géocentrisme. Et on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. Mais progressivement, on s'est aperçu que c'était l'inverse. En plus, on s'est aperçu que quand on allait un petit peu vers l'ouest, il y avait un continent qui s'appelle l'Amérique et que c'était pas la fin du monde, etc. Donc la vision du monde de la tradition, qui a été la tradition depuis Ptolémée, donc depuis, même avant le Christ, depuis 3-4 siècles avant. Donc ce monde, il faut se mettre à la place des gens de l'époque. On croyait de bonne foi à l'existence d'un certain monde, et on s'aperçoit qu'en fait, ce monde, il n'existe pas tout à fait. En tout cas, il n'existe pas à 100% de ce qu'on nous avait dit. Et donc il a commencé à avoir une attaque de la tradition, parce que la tradition, de fait, avait maintenu des choses qui, physiquement parlant, étaient fausses, il faut le reconnaître. Le problème, c'est que, au final, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Mais à la base, la tradition a été attaquée à partir de la philosophie humaniste, en mettant l'homme au centre de tout, et ça, c'est né du fait qu'effectivement, il y a eu un passage d'une vision du monde à une autre. Et d'ailleurs, ce renversement dialectique est incarné pour moi par Descartes. Descartes qui a fait un bouquin qui d'ailleurs, c'est assez imbuvable à lire, Descartes, je trouve. Bon, ça n'engage que moi. Méditation métaphysique, je crois. Et en fait, Descartes doute de tout. Il doute de tout, il dit je peux me tromper sur tout, mais il y a une chose dont je ne doute pas, c'est le fait que j'existe. Donc c'est ça qui est intéressant. Douter de soi que sur le fait que je doute. Voilà. Alors après, il dit oui, mais parce qu'il sait très bien qu'il va se faire taper si il réhabilite pas du tout de suite. Donc il dit mais je reconnais aussi que Dieu existe et que nanana, ok. Reste que la première vérité pour Descartes, c'est non pas que Dieu existe, c'est j'existe, moi, l'individu, l'homme. Donc Descartes illustre ce renversement dialectique. Et moi, je pense que Descartes est un philosophe qui a fait beaucoup de mal à l'humanité, en fait. Même si c'était un génie et qu'il a très certainement dit des choses intéressantes sur tel ou tel point, sa méthode, elle n'est pas tout à fait inintéressante, mais il a consacré, si vous voulez, ce renversement dialectique, et c'est de lui que vient l'idée que la tradition ne doit plus être la base de notre connaissance. Selon Descartes, ça doit être la raison, les mathématiques, etc. Mais ça ne doit donc plus être la raison, et les philosophes des Lumières n'ont fait que pomper Descartes en réalité, à leur façon. Cette phrase de Diderot que j'aime bien, c'est, attendez, je la recherche, c'est que la raison est pour le philosophe ce que la grâce est au chrétien. Voilà. Cette phrase, elle dit tout. Elle dit tout le projet de l'humanisme aux Lumières, parce que les Lumières, en fait, sont le parachèvement de l'humanisme. Il n'y a pas de coupure réelle entre les deux. C'est la stricte continuité même. Et donc voilà, donc cette idée que la tradition ne peut plus être la base de notre savoir, ça commence selon moi avec la philosophie humaniste. Descartes le concrétise, le synthétise, le cristallise, les Lumières reprennent le flambeau, et nous, hélas, nous sommes les enfants des Lumières.
Oui, parce que la philosophie des Lumières, alors, Intouchable aujourd'hui. Hein. hautement, alors oui, intouchable d'un point de vue officiel, mais hautement critiqué De plus en plus. de plus en plus. Et c'est une très bonne chose. Je suis étonné de toutes le renversement des critiques sur la Révolution française, même c'est Tout quelque à chose fait. qui était inattaquable il y a encore quelques années, la Révolution Bah oui, française. oui. Mais moi-même, hein, je vais vous dire, moi-même pendant très longtemps, j'ai défendu la Révolution française. Alors, il faut avoir, quand on fait l'examen d'un événement ou d'un personnage, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il faut voir le positif, voir le négatif. Il y a des points positifs à la Révolution française, comme l'unification du droit, le fait qu'à l'époque, beaucoup de Français ne parlaient pas français, donc là, ça a quand même permis une unification linguistique de la France, etc. Mais la Révolution française, en fait, qui ne tombe pas du ciel, la Révolution française qui... En fait, vous savez, c'est le fruit qui est mûr et qui tombe de l'arbre. C'est que la Révolution française résulte principalement du fait que nos élites politiques était complètement imbibée de l'esprit des Lumières. Et pourquoi l'était-elle? Pourquoi nos élites étaient? Alors il faut distinguer deux choses, il faut distinguer la noblesse et la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle, avait besoin de faire péter le carcan des traditions parce que c'était de fait un entrave au marché. Concrètement, le fait qu'il y ait des droits de douane partout, les corporations, etc., c'était une entrave à sa libre activité. Et la noblesse, pourquoi la noblesse était-elle contre le roi? Elle était parce qu'il y avait un non-dit depuis des siècles, à savoir que il y avait une véritable lutte à mort entre le roi et la noblesse, parce que le roi avait domestiqué la noblesse. Et d'ailleurs, il y a un historien très intéressant de cette époque qui s'appelle Monsieur Boulainvilliers, si je ne dis pas de bêtises, ou Boulainville, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Boulainvilliers. Et en fait, sa thèse, c'est que les nobles, la noblesse française, ce sont les descendants des Francs, tandis que le tiers-état est le descendant des Gallo-Romains, ce qui est faux, puisque quand les Francs sont arrivés, il y a eu très vite une fusion entre les élites sénatoriales gallo-romaines et les Francs. Mais bon, mais lui partait de ce principe-là. Et donc, dans son schéma, le roi était un usurpateur. Pourquoi? Parce que lorsque les Francs sont arrivés en Gaule, selon lui, ils étaient des seigneurs égaux entre eux. Et le fait que le roi soit ensuite hissé au-dessus d'eux fait de lui un usurpateur de la liberté, de la noblesse, des Francs de l'époque, etc. Et en fait, fondamentalement, ceci illustre quoi? Donc ça c'est faux historiquement, mais qu'est-ce que ça illustre? Ça illustre le fait que la noblesse n'avait pas avalé son rabaissement. Elle n'avait pas avalé son rabaissement, et donc consciemment ou inconsciemment, la noblesse voulait se faire le roi. En plus, arrivé au XVIIIe siècle, c'est une noblesse de cour qui vit à côté du roi, à proximité, qu'on garde un peu... Elle est domestiquée, ouais. Elle est domestiquée complètement. Et elle supporte d'autant moins sa condition. Mais, alors après, il faut être honnête, hein. Là je critique la noblesse, mais si la monarchie a pu se tenir autant de siècles, c'est qu'il y a quand même une partie de la noblesse aussi qui a été fidèle au roi. Faut voir les deux versants. Mais, en fait, si vous voulez, pour bien comprendre la chose, il faut comprendre comment est née la noblesse. À la base, les comtes, les comtes émergent véritablement sous Charlemagne. Et les comtes, ce sont l'équivalent des préfets. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés par le pouvoir central, d'Aix-la-Chapelle, pour administrer telle région, telle région, telle région. Mais il s'avère que le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, est un roi qui n'a pas beaucoup d'autorité. Il se fait renverser par ses fils. Il y a une guerre civile, passez-moi l'expression, c'est le bordel dans l'Empire carolingien. Donc, les préfets de l'époque, les comtes, se disent c'est sympa d'être comte, c'est sympa d'être nommé par l'empereur, mais si je pouvais transmettre ça de père en fils, ça serait mieux. Et donc, ils profitent du désordre des guerres civiles pour transformer leur charge en un bien transmissible de génération en génération. Et le roi, du fait du chaos de la guerre civile, ne peut pas rétablir l'ordre. Et voilà. Donc, j'ai négocié avec ça. Un peu. Donc, si vous voulez, les nobles, les comtes ont usurpé les pouvoirs royaux. Et en fait, la dialectique qui s'instaure dans l'histoire de France dans les siècles à venir, c'est le fait que les rois de France vont essayer de récupérer les pouvoirs anciennement détenus par Charlemagne dans l'espace qu'ils gèrent. Tout ça a commencé avec l'assemblée de Coulaine, je crois que c'était en 843 ou 848, quelque chose comme ça. Il y a l'assemblée de Coulaine, Charles le Chauve, qui est le fils de Louis le Pieux, reconnaît aux nobles le fait que dorénavant, effectivement, ils ont une charge héréditaire. Ensuite, 30 ans après, il y a eu un édit assez connu qui s'appelle l'édit de Quierzy-sur-Oise, qui juridiquement parlant, si vous voulez, n'était pas... ne confirmait pas à proprement parler ce que je vous dis là, mais qui a été interprété comme tel par la noblesse de l'époque. Donc, en fait, la noblesse a usurpé, a volé
des prérogatives publiques qui n'étaient pas à elle, et le roi, pendant des siècles durant, va essayer de les récupérer, et de fait, il va réussir à le faire. Et on arrive à ce que vous décrivez là, à cette noblesse émasculée, castrée, frustrée, de n'avoir plus ses prérogatives d'autrefois, où elle tenait la dragée haute au roi. On connaît cette fameuse phrase à Capet, qui t'a fait roi, puisque les rois, pendant longtemps, ont été élus, faut pas l'oublier, ça, ont été élus par la noblesse. Capet est le dernier roi élu, véritablement, en réalité d'ailleurs. Et donc, frustrés qu'ils sont, lucides qu'ils sont de leurs conditions, parler de déclassés, c'est un peu fort, parce qu'ils étaient en haut de la hiérarchie sociale malgré tout. Mais politiquement, ils sont déclassés, puisque, de fait, ils n'ont plus de prérogatives régaliennes, si vous voulez. Et donc, les nobles reprochaient ça au roi, et donc ils voulaient se le faire. Seulement, on ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et si le roi tombait, c'était tout l'ordre théologico-politique qui tombait avec lui, et vous avec. Et ça, les nobles ne l'ont pas compris, les poudrés ne l'ont pas compris, et il y a une sorte de châtiment divin qui a fait que ils sont tombés avec la monarchie. Petite parenthèse, si vous me permettez, moi je ne suis pas républicain. Quand j'entends quelqu'un se revendiquer de la République, je suis toujours irrité. C'est pas bien de dire ça, mais j'ai un petit pincement de mépris, quoi. C'est que. Ah oui, oui. Vous allez avoir beaucoup d'ennemis ce soir. C'est pas, comme on dit, pas d'ennemis, pas d'honneur. Mais pour moi, la République est l'anti-France. Et j'aimerais juste à mes contradicteurs, je demande juste à mes contradicteurs potentiels de comparer la façon dont les rois de France ont combattu la féodalité et de comparer comment nos Tartuffes combattent, avec des guillemets de 8 mètres carrés, combattent l'oligarchie actuelle. J'aimerais juste qu'on compare ça, après on peut me critiquer. Non, parce que ça c'est clair, c'est deux combats qu'on peut mettre en parallèle. Et alors justement, c'est quoi? Ils ont gagné quelque part, enfin ils ont gagné une première bataille, on va dire, en abattant la monarchie. Alors. Les nobles ont gagné la première bataille. En fait, dès le 4 août, ils commencent, je vais être grossier, pardonnez-moi, à chier dans leur froc. Pourquoi parce que, en fait, il faut remonter au début de l'année 1789. Il y a la campagne électorale pour les États généraux. Et nous sommes encore sous l'Ancien Régime, mais de fait, c'est l'un des moments les plus démocratiques de l'histoire de France. Parce qu'on demande au peuple ce qu'il veut. Je le répète pour ceux qui nous écoutent, on demande au peuple ce qu'il veut, ce qui n'existe pas aujourd'hui. On ne demande pas son avis. Donc là, en l'occurrence, le roi consulte le peuple pour lui demander ce qu'il veut. Et donc il y a des assemblées de bailliage qui se font, etc., dans les campagnes, dans les villes. Le problème, c'est qu'on met dans le Diers État tout et n'importe quoi. Et toutes les revendications paysannes sont balayées au final par, je surschématise pour être intelligible pour ceux qui nous écoutent, toutes les revendications paysannes sont balayées par les revendications de la bourgeoisie, qui n'étaient pas forcément mauvaises par ailleurs, il y en avait des bonnes. Mais c'est balayé. Et donc là, les paysans, si vous voulez, commencent à s'énerver, à péter un câble, et arrive le mois d'août. En plus, il y avait eu une crise agricole qui faisait qu'il y avait de la disette à ce moment-là. Arrive le mois d'août, et là, on arrive à ce phénomène qui est la Grande Peur. Il y a un débat historique qui est de savoir si la Grande Peur a été un mouvement spontané ou pas. En toute franchise, je crois que ça n'a aucune importance de savoir si la Grande Peur a été fomentée ou pas. Ce qui est certain, c'est que les paysans, à ce moment-là, qui étaient incultes, qui ne parlaient pas français, avaient malgré tout une conscience politique très développée, et qu'à ce moment-là, les paysans se sont mis à attaquer les châteaux pour essayer de mettre la main sur un document qui s'appelle le terrier. Et ce terrier, c'est ce document dans lequel est consignée leur obligation vis-à-vis du seigneur. Et donc, là, les nobles ont été complètement paniqués par ce phénomène de la Grande Peur. Alors, à l'Assemblée constituante, au début, le premier réflexe, c'est de se dire « on réprime ». On réprime à mort. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que parmi ce qu'on appelait les seigneurs de l'époque, il n'y avait pas que des nobles. Ça, il faut le savoir. Il y avait aussi des villes, des communes et des bourgeois. Des bourgeois avaient acheté des terres et disposaient des mêmes prérogatives que les nobles sur ces terres. Donc les bourgeois étaient autant frappés que la noblesse par les révoltes paysannes. Donc premier réflexe de l'Assemblée constituante, c'est la répression. Mais
par peur de perdre toute leur propriété, par peur du désordre, les nobles vont faire cette concession et ils vont faire cette nuit du 4 août. Alors, d'aucuns disent qu'il est l'abolition des privilèges. D'aucuns disent, et ça, il y a beaucoup d'historiens qui en parlent, que pour que les nobles acceptent de se laisser déposséder de leurs privilèges, je crois que c'est le duc d'Aiguillon, si je ne dis pas de bêtises, qui était un noble dit libéral, donc un noble éclairé très proche des idées du tiers-état, avait organisé une beuverie, je ne sais plus si c'était chez lui ou dans un autre endroit, et en fait les nobles, une partie des députés nobles qui ont voté pour l'abolition des privilèges le 4 août, étaient bourrés en fait. Et donc, oui, c'était sous. Il y a beaucoup d'historiens qui évoquent ça, et ça expliquerait pourquoi, entre guillemets, ils se sont laissés déposséder. Il y a aussi le fait qu'ils aient pensé rouler le peuple. On se dit, bon là, on vous laisse ça, mais derrière, on vous le reprend d'une façon ou d'une autre. Mais donc voilà, à ce moment-là, la noblesse a été dépossédée d'une partie de ses revenus, tout simplement. Sachant que une autre partie de ces revenus venait des rentes d'État, qui leur étaient données au titre des frais de cour, si vous voulez. En supprimant la monarchie ancienne, on a supprimé aussi cette source de revenus, et là, quartier libre pour la bourgeoisie, puisque la noblesse n'a plus les revenus, elle n'a plus les moyens, elle a sapé même l'autorité qu'elle aurait pu avoir, puisque quand on s'attaque à l'autorité du roi, on s'attaque à l'autorité de tout l'édifice que supporte le roi, donc le peuple, fondamentalement, n'avait pas beaucoup de dévotion pour la noblesse. Il n'en avait plus tellement. Ça dépend des régions de France, ceci posé. Ça dépend des régions de France. Il y a des régions où la noblesse avait conservé un certain prestige. Mais globalement, la noblesse avait perdu son prestige. Et je vais vous dire, la noblesse a été punie par là où elle a péché. Et moi, je ne la regrette pas. Autant j'appelle de mes vœux, aujourd'hui en France, la constitution d'une nouvelle noblesse, qui ne serait pas héréditaire, d'une véritable aristocratie, autant cette noblesse de poudrée, personnellement, je ne la pleure pas. Je ne la pleure pas, elle n'a pas été digne de sa position sociale, elle n'a pas été digne de sa mission, qui est de protéger le peuple. Alors, un bémol à ce que je dis, c'est que tous ces gens-là, tous ces poudrés que je critique, on peut leur faire beaucoup de reproches, et j'en fais. Il y a quand même un truc que je ne leur enlève pas, c'est que quand il fallait aller se battre pour la France, ils y allaient. Parce que le sens de leur vie, c'était le combat, c'était la guerre. Les gens qui ont succédé à la noblesse dans la hiérarchie sociale, je ne suis pas certain qu'ils auraient le même réflexe si la France était en danger demain et qu'il fallait prendre les armes. Donc ça, la noblesse, je ne le retire pas, c'est qu'ils savaient y aller, quoi. Mais quand vous dites que justement vous ne vous sentez pas proche du tout des idéaux républicains, vous en appelez quoi? Un retour à la monarchie? Un retour... Très bonne question. Très très bonne question. Là, on va déborder sur des passages de mon prochain bouquin que je n'ai pas totalement consolidé, mais l'idée est la suivante. Ça, c'est pas de moi, c'est de Aristote, dans son bouquin Le Politique. Aristote nous dit qu'il y a 3 types de gouvernement: démocratie, tyrannie et aristocratie. Et Aristote nous dit, ces 3 gouvernements, ils ont des points positifs et des points négatifs, mais force est de constater que très souvent, ils dégénèrent. Ils dégénèrent, si vous voulez. Donc, en fait, ce que propose Aristote, c'est un mix entre les 3. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que moi, je travaille actuellement sur un concept qui s'appelle l'aristodémocratie. C'est-à-dire que la vraie séparation des pouvoirs, ce n'est pas la séparation du pouvoir politique préconisée par Montesquieu, et d'ailleurs aujourd'hui on en a la preuve, puisque les 3 pouvoirs sont colonisés par, à chaque fois, une puissance. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la Commission européenne cumule le pouvoir législatif et exécutif. Donc, bon, on voit bien que la séparation des pouvoirs de Montesquieu ne règle absolument rien, et que c'est une tartufferie en somme. La vraie séparation des pouvoirs, selon moi, c'est de séparer les intérêts d'une véritable aristocratie et des intérêts du peuple. L'aristodémocratie, ce serait ça serait une aristocratie digne de ce nom, créée par un roi, donc remise en place, mais une vraie aristocratie, donc le régime des meilleurs, non pas le régime des poudrés ou des mecs blindés, le régime des meilleurs, face à un pouvoir qui émanerait, lui, du peuple. Donc un pouvoir qui émane du roi et un pouvoir qui émane du peuple. Moi, le système actuellement que j'ai en tête, mais c'est pas définitif dans mon esprit ce que je vous dis là,
C'est pas définitif. J'ai pas encore suffisamment creusé la question, mais elle est fondamentale, puisque c'est celle de nos institutions. Pour moi, donc, il faut mettre en place ce que j'appelle une aristodémocratie, avec une aristocratie dévouée aux intérêts de la France, une aristocratie non héréditaire, dont on peut être déchu, concrètement, si on n'est pas digne de son rang, on est déchu. C'était le cas sous Rome. Sous Rome, il y avait, si je ne me trompe pas, c'était les préteurs, et les préteurs avaient le droit de déchoir de leur rang certains nobles qui n'assumaient pas convenablement leur rôle ou qui n'étaient pas assez dévoués au bien public. Donc, selon moi, le système que je préconise, c'est une aristodémocratie. Un roi nomme des individus pour être des véritables aristocrates au bon sens du terme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus en droit, ça veut dire qu'ils sont au-dessus en devoir. Donc, une assemblée tournante, combien de nobles, j'en sais rien, mais une assemblée tournante des meilleurs, véritablement, nommés par le roi, C'est le roi sur qui- leur mérite, voilà. sur leur mérite, et en face de ça, une assemblée populaire, élue du peuple, d'aucuns vous diraient tiré au sort, j'ai pas tranché entre les deux. En tout cas, je crois que dans le meilleur système, si les représentants de cette assemblée étaient élus, ça ne devrait pas être des membres d'un parti politique. Pourquoi pas faire un régime corporatiste, avec des individus représentant les métiers? Je sais pas, j'ai pas encore tranché la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les partis politiques empêchent le libre exercice de la démocratie. Ça, c'est clair et net. Nous parlions tout à l'heure de Simone Veil, il y a un petit bouquin très court de Simone Veil à lire. Je suis pas d'accord avec elle sur tout dans ce livre, mais je suis d'accord en tout cas sur la finalité, c'est note sur la suppression des partis politiques. Voilà. D'ailleurs, la Ve République dispose, dans, je crois que ça doit être l'article 2, 3 ou 4, qui dit que la démocratie s'exerce par les partis, et non, c'est faux. Les partis empêchent la démocratie, et la preuve, c'est que les partis politiques empêchent qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. Puisque les partis trustent le pouvoir législatif, exécutif, et puis indirectement judiciaire aussi. Hein. Sachant que le judiciaire, en réalité, à part les Tartuffes, tout le monde sait que c'est une branche de l'exécutif en réalité. Donc voilà, donc moi je travaille sur ce concept actuellement d'aristodémocratie. D'accord. Mais c'est pas, ce que je dis là n'est pas finalisé, c'est pas définitif dans mon esprit, mais voilà. Je pense que si demain on veut conjurer véritablement la zombification de la France, il faut en arriver là, sachant que ce régime-là donc, aurait d'une part des institutions différentes, mais il aurait aussi un esprit différent. Et là, je vais être très clair, l'esprit, c'est quoi? C'est la croix. La France est chrétienne, c'est comme ça. Israël, c'est juif, c'est comme ça. L'Arabie Saoudite, c'est musulman, c'est comme ça. L'Inde, c'est hindou, c'est comme ça, etc. Donc, il faut renouer avec une sorte de catholicisme d'État. Ça ne veut pas dire que la France devient une théocratie catholique. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas catholiques n'ont pas leur place en France. Ça veut dire ceci, la France est un bateau. Tout le monde est bienvenu sur ce bateau. Par contre, quand on est sur ce bateau, on ne dit pas aux membres de l'équipage, là le mât par contre, je le voudrais différemment. Et puis la voile, je la voudrais différemment. Non, non, on est sur un bateau, tout le monde est bienvenu, mais on le respecte. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faudra revenir à une religion d'État, un catholicisme d'État. Pourquoi pas donner de nouvelles prérogatives à l'Église? Le problème de l'Église, c'est qu'en ce moment, en tant que non-religieux, j'évite de critiquer l'Église parce que de toute façon, j'ai aucun impact là-dessus. Et puis c'est pas mon job. C'est pas mon job. Ça, c'est le job des religieux de faire le ménage chez eux. J'ai vu il y a quelque temps des prêtres qui s'étaient engagés contre l'extrême droite. J'ai envie de leur dire, les mecs, vous, votre job, c'est de lutter contre Satan et c'est de nous sauver nos âmes. La politique, c'est pas votre job, donc... Bah justement, mais mettre du catholicisme d'État, c'est pas un peu paradoxal, justement, avec cette notion de vouloir Alors, séparer. je précise, qu'est-ce que ça veut dire un catholicisme d'État? Ça veut pas dire qu'on va obliger les gens à aller à la messe le dimanche. J'ai oublié de dire quelque chose d'important tout à l'heure sur la remise en cause de la tradition. Quelle est la révolution qui s'est passée en fait depuis l'humanisme? Et quelle est la supériorité de l'ancien système sur le nôtre actuellement? C'est qu'autrefois, le but de la société était conçue pour que nos âmes aillent au paradis. Alors évidemment là, je fais ricaner tous les athées bébêtes
Et ceci dit, quelques croyants bébêtes qui sont croyants, comme moi je suis shintoïste. Mais la supériorité, c'est que la société était organisée pour que les individus aillent au paradis, pour que nous soyons justifiés. Or, la société d'aujourd'hui n'a plus du tout, non seulement n'a plus de cette finalité, mais j'ai envie de vous dire, elle n'a même plus de finalité. C'est que la société ne s'organise même plus par rapport à des objectifs, d'où le fait qu'elle se décompose d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut faire in fine, quelle est la finalité du régime que je propose, c'est d'organiser la société pour que nos âmes aillent au paradis. Et ceci, je vais vous dire, conviendrait aussi aux athées. Parce que ça serait une réglementation, entre guillemets, des esprits de toute la population. Et encore une fois, on juge un arbre à ses fruits. J'ai envie de vous dire, bon, lisez l'histoire de France, lisez les siècles passés l'histoire de France, et comparez au mariage gay, à la théorie du genre, aux LGBT, aux antifas, à Sarkozy, à Hollande et compagnie. Tout ce que nous vivons là, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tout ce que nous vivons là, c'est la queue de comète, en réalité, de la philosophie des Lumières, si vous voulez. La théorie du genre, par exemple, c'est la quintessence de la philosophie des Lumières. Je n'ai pas le temps de développer forcément, c'est peut-être pas le centre de notre sujet, mais voilà. Ouais, on peut toucher un petit mot, mais c'est vrai que moi j'étais personnellement très choqué d'apprendre que c'était une théorie qui est enseignée, alors insidieusement à l'école, on nous dit c'est pas enseigné de façon claire, voilà, c'est la théorie du genre, mais en fait il passe par pas mal de moyens détournés, des films et des... Au-delà de la théorie en soi, enfin quand même, il faut être sacrément taré pour apporter le moindre crédit à la théorie du genre. Et c'est là, vous voyez, c'est ça qui est rigolo, c'est que nous sommes dans une époque qui est censée placer la raison au-dessus de tout. On voit bien que le système pète un câble complètement là. Que ce soit avec la théorie du genre, le mariage gay, ou toutes ces conneries, ou le rapport sur l'intégration récemment, c'est que là, il faut s'interroger sur le degré de raison, de lucidité et d'intelligence de nos élites politiques. Enfin, moi, je ne m'interroge pas, moi, je sais que c'est des crétins de toute façon. Mais, me semble-t-il, c'est assez significatif. Et ce qui est très intéressant, donc, c'est que ce sont les gens qui portent en oriflamme la raison qui sont aujourd'hui l'incarnation de la déraison et d'un nouvel obscurantisme en réalité. Cet obscurantisme politiquement correct, bobo, LGBT, je sais pas quoi, enfin voilà quoi. Oui, parce que on a donné, alors ça, en plus ça c'est un phénomène que vous décrivez très bien, le système de la propagande. Comment, alors vous parlez de perroquets souvent dans... Ouais. Vous êtes les journalistes, vous êtes méchants avec la journaliste. J'ai fatalement beaucoup de mépris pour eux, parce que tout simplement, comment ne pas mépriser les journalistes, non pas tous les journalistes, mais ceux qu'on entend dans les médias, ceux qui ont droit de colonne dans les journaux, comment ne pas les mépriser? Moi, je les appelle les prostituées, en fait. Les prostituées, voilà. Sur Internet, on parle de plus en plus de journalopes aussi. Le journalope, ouais, j'ai entendu les merdias. Mais en fait, si vous voulez, les journalistes sont victimes de ce que j'appelle le syndrome Sciences Po. Qu'est-ce que c'est le syndrome Sciences Po? C'est que ce sont des gens qui, quand ils arrivent dans leur école, on leur dit « vous êtes super intelligents les mecs ». Et vous êtes super intelligents parce que vous allez répéter ce que nous on va vous dire. Vous allez répéter l'idéologie complètement débile qu'on va vous inculquer, qu'on va nous dire. Et donc, ce sont des gens qui sont persuadés d'être intelligents, qui sont persuadés d'avoir le savoir, alors qu'en réalité, ils soutiennent des choses insoutenables. Par exemple, si j'étais face à un amphi de Sciences Po, et que je prends un sujet non polémique, pas trop polémique on va dire, qui est sur l'Union Européenne, j'aurais face à moi 90% de gens qui défendent l'Union Européenne, c'est évident, et qui se croiraient intelligents et qui auraient un mépris pour moi, qui n'auraient pas compris les lumières de la sainte raison politiquement correcte, libéral-libertaire. Ils auraient donc un mépris pour moi, parce que justement je ne partage pas leur idéologie à eux. Et ça je le sais très bien parce que moi je suis avocat, et quand j'ai passé mes examens, j'étais avec des étudiants de Sciences Po, donc là je les ai vus de près quoi. Et c'est affligeant quoi, c'est juste affligeant, c'est affligeant de stupidité, d'arrogance. C'est un mélange de stupidité et d'arrogance qui, je le dis, donne parfois des envies de châtiment. Vraiment. En plus, à votre niveau d'études, il y a un formatage absolu. Ou que oui.
Alors là, je peux vous garantir J'en ai que connu quelques-uns d'avocats et qui m'expliquaient leur cours, c'était assez fascinant. les individus les plus stupides, politiquement parlant, que j'ai rencontrés dans ma vie, sont des gens qui étaient avec moi à la fac ou à l'EFB, quoi. C'était affligeant de conneries. C'était et de conformisme, surtout, quoi. On sent les gens qui n'osent pas péter de travers, qui n'osent pas sortir si on t'est battu. C'était assez affligeant, quoi. Vous étiez un extraterrestre, alors peut-être. Ah, mais j'étais un extraterrestre, et j'étais perçu comme tel. J'étais perçu comme tel. Ça m'empêchait pas tout à fait de dormir, hein, pour être honnête avec vous. J'étais perçu comme tel, déjà un truc tout con. Pendant les cours qui étaient assez ennuyeux à 90% d'entre eux, qu'est-ce que je faisais? J'allais au fond de la classe et je lisais. Alors, personne ne suivait ce genre de cours. C'est-à-dire que les gens avaient leur ordi, ils allaient sur Facebook, ils jouaient en réseau, etc. Ou ils discutaient entre eux. Moi, j'allais au fond de la classe et je lisais tranquillement. Et ça choquait les gens. C'est qu'ils ne comprenaient pas, ils buggaient, quoi. Ils buggaient complètement. Écoutez, et donc je me suis fait très vite d'ailleurs la répute à l'EFB d'être le mec qui lit, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que ça devrait être valorisant théoriquement, quoi. Mais bon, c'est vraiment le monde inversé. En tout cas, bonne réaction. Il y a beaucoup de fans là, parce que il est épatant ce jeune homme, à voir ses conférences. Voilà, tout le monde est persuadé d'avoir le savoir. On nous dit l'origine de la République, c'est les Lumières, dont la franc-maçonnerie. Voilà. C'est plus compliqué que ça. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est pas la franc-maçonnerie qui a inventé les Lumières. Je pense que c'est que la franc-maçonnerie sont une émanation des Lumières. Mais ce qui est vrai, c'est que la franc-maçonnerie, comment on appelle ça, spiritualité ou idéologie maçonnique, mettent l'homme au centre de tout. La franc-maçonnerie, c'est le culte de l'homme. Et pourquoi on ne peut pas être chrétien et franc-maçon? Parce que quand on est chrétien, Dieu c'est Dieu. Alors que quand on est franc-maçon, c'est le culte de l'homme, si vous voulez. Alors il y a certains francs-maçons qui arrivent à articuler les deux dans leur esprit, libre à eux, mais pour moi c'est incompatible. Vous savez, on dit beaucoup de choses sur la franc-maçonnerie, à tort et à raison. À tort et à raison. À raison parce que quand on n'est pas trop, passez-moi l'expression, un puceau du réel, on sait qu'elle a une influence énorme. Dans tout ce qui est réseautage, par exemple, il y a des postes de la haute administration auxquels on ne peut pas accéder si on n'est pas franc-mac, concrètement. Par exemple, inspecteur des finances. On croira beaucoup d'amis. Par exemple, ou en tout cas c'est très dur. Il semble que oui, c'est une profession, voilà. En tout cas, c'est très dur. En tout cas, c'est très dur. Voilà, c'est cadeau ça. Ministère de la justice, ils sont ou les commissaires, par exemple, les commissaires de police. Voilà. Il y a beaucoup de francs-macs dans les commissaires de police, les juges, etc. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Après, est-ce que la franc-maçonnerie influence réellement sur la pensée dominante du moment? Longtemps, ça a été le cas. Aujourd'hui, à mon avis, ça se joue plus là. Et depuis longtemps. Moi, je connais quelques francs-macs. Ils me racontent un peu comment ça se passe. Franchement, c'est faible, quoi. Sur le plan intellectuel, c'est faible et ça apporte rien, quoi. Ça n'apporte rien. Alors, ce sont des défenseurs de l'ordre établi, mais ça s'arrête là. Donc, franc-maçonnerie, oui, pour l'importance du réseautage, mais pour ce qui est de la fomentation, du logiciel idéologique du moment, je suis pas certain, même si on peut pas vraiment le savoir, là c'est par faisceau d'indice que je vous dis ça, mais je suis pas certain que ça se joue là principalement. Voilà. D'accord, parce que justement, alors, vous parlez du totalitarisme de marché. Alors ça, j'adore cette expression, parce que c'est-à-dire donc ce serait espèce de le marché qui s'impose à nous, quoi, complètement. Pourquoi recourir au goulag alors qu'il suffit de dire à quelqu'un, si toi sur ton canapé, allume ta télévision. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est le totalitarisme de marché? C'est un système d'aliénation qui s'attaque à l'esprit des gens et qui s'attaque à lui. Je reviens à cette chère Simone Veil pour le déraciner. Et selon Simone Veil, un individu qui est déraciné souffre d'une inertie de l'âme. Et je poursuis. Cette inertie de l'âme se traduit par une inertie politique, et donc les individus n'arrivent plus à participer à leur collectivité, ils n'arrivent plus à s'emparer du réel et à impacter dessus.
Je me permets de faire une petite métaphore à partir d'une anecdote personnelle que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Pas que j'aime beaucoup, mais qui en dit long sur le déracinement. Près du quartier où j'habitais autrefois, j'ai quelques petites cités autour de chez moi. Et il y en avait une qui donnait sur une rue, si vous voulez, et on avait des petits wesh-wesh qui étaient assis sur du béton. Et dès qu'une fille passait, il y en a un qui descendait, qui allait la voir, il se prenait un vent et puis il retournait s'asseoir. Et en fait, ce mec-là, que ce soit pour la fille qui passe d'ailleurs, qui voulait draguer, ou d'ailleurs pour toutes les personnes, les mecs qui étaient assis là, ils n'existaient pas. C'était des êtres déracinés complètement, qui ne participaient pas à la collectivité et qui n'existaient pas pour les gens autour qui allaient au boulot, qui allaient chercher leur enfant à l'école, etc. Et là, on avait, pour moi, cette anecdote où ces gens-là que je voyais incarnaient le déracinement par excellence, si vous voulez. Après, je parle de ça, mais il y a des dizaines de formes de déracinement. Il y en a des dizaines et des dizaines. Ça va du chômeur qui ne sait pas où se situer dans la collectivité. Ça va du cadre qui se fait du pognon depuis 10-15 ans, mais qui se dit, mais certes, c'est bien tout ça, mais j'en fais quoi, concrètement? Donc voilà, mais tous ces gens-là, tous ces types de profils d'individus, si vous voulez, de fait, sont atomisés et sont esclavagisés, puisque leur voix ne compte pas. Leur voix ne compte pas. Et le système se moque complètement de ce qu'ils pensent. Donc là, la démocratie, il n'en reste pas grand-chose. La démocratie, c'est censé être le pouvoir au peuple, mais quand le peuple est rendu incapable d'exercer ses libertés fondamentales par le déracinement, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Parce que ça c'est un élément aussi que j'ai noté. Donc vous parlez aussi de sous-culture mercantile anglo-saxonne. Ça revient très souvent. Bien sûr. Donc c'est oui. une notion très importante. Alors est-ce qu'on peut la définir, cette sous-culture mercantile C'est la anglo-saxonne? culture qui est sous-jacente à toute la culture mainstream, produit mainstream, c'est-à-dire la musique, les films hollywoodiens, les jeux vidéo, la publicité, les émissions de télé. Un truc tout con. Vous prenez, pour venir ici, j'ai pris le RER. La ligne, j'ai pris le RER. J'ai pris le RER. À côté de moi, il y avait des petits wesh-wesh et qui disaient mon frère. L'expression mon frère, mon frère, mon frère. Oui. Ça vient des États-Unis. Oui, c'est brother. Brother, ça vient des États-Unis. Ouais, c'est pas français. Et ça vient pas d'Afrique. Et ça vient pas d'Asie. Et ça vient pas. Donc voilà. Donc si vous voulez, cette culture est diffuse et on la retrouve de façon sous-jacente partout. Et pourquoi anglo-saxonne? Elle vient pas du Brésil, elle vient pas d'Inde, elle vient des États-Unis. Hélas, très souvent. Le porno vient des États-Unis, les jeux vidéo viennent des États-Unis, nos concepts de télévision viennent très souvent des États-Unis, la télé-réalité. Remarquez, je dis bêtise, la télé-réalité, ça vient de Hollande. Mais la Hollande, il faut savoir que la Hollande, c'est une comment vous dire? Les liens entre le Benelux et le monde anglo-saxon, depuis très longtemps, sont très développés. Donc si vous voulez, c'est un peu comme une enclave anglo-saxonne sur le continent. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Vous savez, il y a un adage en Hollande qui dit au sujet de la France, pays ami, pas voisin. Bon, ça en dit long, quoi. Mais pourquoi vous disiez ça? Oui, donc voilà, la culture mercantile anglo-saxonne, c'est cette culture que le marché diffuse en permanence, et à partir de laquelle, hélas, très souvent, les individus vont pétrir leur comportement, leurs mœurs, leur façon de parler, leur langage. Donc les individus ne se font plus à travers la culture traditionnelle française, ou pour les Français d'origine immigrée même de leur pays d'origine, mais à partir de ça. Et si vous voulez, nos amis les wesh-wesh sont l'incarnation parfaite de ça, si vous voulez.